Merci d'avoir choisi TV+ pour vous informer. Voici les titres de ce 13h. Dans le Wollontem, en Kolayop, un ouragan de passage détruit plusieurs bâtiments. Les habitants crient à l'aide. Le basketball gabonais veut se faire une bonne santé, ce qui explique cette présélection qui a été organisée à Libreville, la capitale gabonaise. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous savoir nombreux devant vos petits écrans. Nous ouvrons cette édition d'information en images avec ce passage dimanche dernier d'un ouragan dans la ville d'Angeng, c'est à Kolayop, dans le canton Bissok, dans la province du Wollontem, qui aurait causé d'énormes dégâts, laissant les populations en larmes. Plusieurs habitations auraient été détruites, une situation plus qu'inquiétante pour ces familles en cette saison de pluie. Nous y reviendrons avec plus de précision dans nos prochaines éditions d'information. Et toujours dans le Wollontem, l'administration de l'école catholique Saint-Gérard du village Odip Andom vient d'être soulagée en recevant un don important de livres pour les apprenants. Le reportage est de Maya Meza sur les images de notre correspondant sur place, Curtis Zeobam. L'avenir concerne et préoccupe tout le monde. Et le moins que l'on puisse faire, c'est de donner un lendemain meilleur à ses apprenants. L'école, un bien commun d'expression et de solidarité, devrait préoccuper plus d'un. Parce que le point de développement d'un pays, le premier point, c'est l'éducation, c'est l'homme. Nous pensons que ce pays qui était le nôtre n'est plus notre pays. Et comme nous nous sentons plus fiers d'être de ce pays, il faut qu'on se réapproprie ce pays. Sur tous les plans. Sur le plan de l'éducation, arriver à la gratuité pour que les enfants apprennent bien. Arriver à ce que dès qu'on a un travail, qu'on puisse avoir un emploi, c'est possible. Cet établissement qui souffre depuis plusieurs années d'un certain nombre de maux, occasionnant ainsi son dysfonctionnement, peut aujourd'hui par ce don permettre aux futurs cadres d'apprendre dans de bonnes conditions et avec les outils adéquats. Cet acte restera toujours inscrit en lettres d'or. Recevez donc par ma voix les remerciements aussi bien de la hiérarchie, du personnel enseignant, ainsi que ceux de nos apprenants. L'école demeure inéluctablement un canal privilégié de préparation d'un avenir meilleur, ce qui explique la présence de cette forte délégation en ce lieu symbolique du village Odip Andom. Le bien vivre des élèves de l'école Saint-Gérard. De retour à Libreville pour parler de cette assemblée générale des syndicats de la mairie centrale de Libreville. Il s'agissait entre autres de faire le point des revendications qui ont été entamées avec le gouverneur de l'Estuaire, Jessica Anjoa. Le combat est presque arrivé à son terme. La restitution des travaux de la médiation était l'objet de l'Assemblée générale des agents de la mairie de Libreville. Aujourd'hui, l'obtention de la grille indiciaire fait le bonheur de ces travailleurs. Nous avons pu obtenir la nouvelle grille indiciaire. Les syndicats des mairies qui, pendant plusieurs mois, étaient en négociation avec les plus hautes autorités face aux 11 points inscrits dans le cahier de charges, se sont réunis au sein de leur administration pour prendre connaissance de l'état du dossier soumis au gouverneur de l'Estuaire. Février 2022, février 2023, un an déjà d'une longue attente qui n'a pas pu empêcher aux uns et aux autres de garder espoir. Je vous assure, si on n'aurait pas pris la décision de nous lever, nos salaires seraient menacés. Donc il faut vraiment vous remercier, vous qui êtes là, qui venez souvent. C'est pas nous, mais c'est beaucoup plus vous. Donc les chers collègues, restons mobilisés. Restons mobilisés pour ne pas vous tenir longtemps. Vous savez ce qui a été obtenu, c'est la grille qui est la grille indiciaire. C'est une grille de droit commun. Mais M. Ali, si nous suit, ses enfants ont eu raison de se lever parce qu'il s'agit de la grille indiciaire qui est une grille de droit commun qui existe déjà ailleurs chez les autres fonctionnaires et nous avons des salaires de misère. Je crois que le président de la République nous suit.
et il dira à ces gens-là de vite appliquer ça, sinon c'est la guerre ici-là. Nous avons suspendu la grève, elle n'est pas levée, elle est suspendue. Donc c'est à nous de comprendre. Nous devons aller dès la semaine prochaine certainement, parce que là-dedans il y a trois partenaires sociaux qui doivent aller dans une commission restreinte pour les postes financières et le dégraissage, et faire en sorte aussi qu'il y ait la mobilité des agents publics, la mobilité des agents. Il n'y a pas tel qui a un titre foncier à tel endroit. Au terme des conclusions, les travaux de la médiation qui ont duré pendant plus de 5 mois portent les fruits qui réjouissent peu à peu les agents municipaux. Politique à présent attendue à la table des discussions pour la suite de la concertation politique. Ce mercredi, les partis de l'opposition, l'Union nationale, Réagir et le parti Réveil citoyen PRC ont plutôt fait une sortie médiatique. Ils dénoncent une organisation unilatérale par le pouvoir, loin des objectifs visés, comme le précise Estelle Anven. L'absence d'un comité bipartite de préparation des assises censé définir le format, un ordre du jour, les modalités de désignation d'un ou plusieurs facilitateurs, ainsi que la portée des résolutions issues des dites assises sont entre autres les éléments qui ont freiné l'élan de l'Union nationale Réagir et le parti Réveil citoyen à prendre part à la suite des travaux de la concertation politique nationale. Les partis politiques signataires de la présente déclaration avaient salué la démarche entamée et comptaient apporter pleinement leur contribution à la réussite des travaux. Toutefois, nous exprimons de vives préoccupations sur les conditions de lancement et d'organisation des travaux en raison des multiples improvisations auxquelles nous assistons depuis quelques jours de la part du gouvernement, qui est à la manœuvre de manière exclusive. Autre inquiétude, le lieu de la concertation qui ne serait pas de nature à rassurer, mais aussi l'introduction des questions institutionnelles qui interpellent l'ensemble du corps social. Notre participation à la concertation ne présentera aucun intérêt pour notre pays si ces organisateurs ne se donnent pas les moyens de recentrer leur démarche dans l'intérêt du Gabon et du Gabon seul. Nous pensons qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et que pour le moment, plutôt que de nous éloigner de l'objectif comme c'est le cas, nous devrions nous donner les moyens de revenir à l'essentiel. L'intérêt national le commande. L'Union nationale, Réagir et le PRC font partie des formations politiques ayant déposé des mémorandums sur la table des autorités en guise de propositions pour des élections apaisées. Autre point de contestation de ces trois formations politiques, la composition de délégations. Selon le président de Réagir, la liste retenue par le ministre d'État en charge de l'Intérieur n'est pas représentative au regard des enjeux de l'objectif principal de cette concertation politique qui n'est autre que la question électorale. Nous vous invitons à écouter cet extrait. Pour ce qui concerne l'opposition, nous constatons que la liste de ce camp politique est la juxtaposition de 33 formations politiques distinctes. Certains parmi ces partis politiques sont représentés au gouvernement. D'autres affichent leur soutien au chef de l'État. Se réclament du centre, où figure au nombre de la trentaine des partis politiques légalisés par le ministre de l'Intérieur il y a quelques semaines seulement. Nous comprenons désormais pourquoi. Comme dans le cas du CGE, cette liste a été composée par le ministre de l'Intérieur, par ailleurs membre de la délégation de la majorité, et donc juge et partie, en violation de son obligation de neutralité dans un tel contexte. Autant le critère de la représentation nationale est important, autant il aurait été judicieux de privilégier en termes de représentativité non seulement les partis politiques qui ont demandé cette concertation, mais aussi et surtout ceux qui ont travaillé sur la question, démontrant ainsi une expertise avérée, d'autant que les discussions porteront sur les travaux réalisés
par ces derniers, malheureusement, nous assistons à l'organisation d'une foire politique. Pour ce qui concerne la majorité, nous sommes surpris par la composition de sa délégation, qui renferme, entre autres, le ministre de l'Intérieur, ainsi que les présidents des deux chambres du Parlement. Seul manque à l'appel, dans ce camp, Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle, ce qui dénote de l'existence d'un agenda caché. Diplomatie à présent, et nous parlons de la 36e édition du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La rencontre s'ouvre demain samedi à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Plusieurs présidents et chefs d'État sont attendus dans la capitale éthiopienne, entre autres Ali Bongo Ondimba. Au menu des échanges, la mise en place de la zone de libre-échange économique. Le reportage est signé Bienvenue Miko et Fréjus Ameki de la presse présidentielle. Addis Abeba, siège de l'Union africaine. L'organisation continentale ici s'apprête pour le 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres. Pour cet événement prévu les 18 et 19 février, experts et ministres en charge des dossiers ici sont à pied d'œuvre. La rencontre de la capitale d'Éthiopie porte sur l'accélération de la mise en place de la zone de libre-échange continentale, dans un contexte marqué par les répercussions de la crise ukrainienne et la persistance des conflits armés sur le continent. Plus de 30 dirigeants d'Afrique sont attendus à cette rencontre annuelle, dont Ali Bongo Ondimba, le président de la République. Le leader du Gabon et ses homologues, membres de l'organisation continentale ici, devraient s'accorder sur la mise en place de cet espace commercial. Initialement prévu le 1er juillet 2020, l'ouverture de la zone de libre-échange continentale a été repoussée avec la fermeture des frontières du fait de la pandémie de Covid-19. Au-delà des entretiens qu'il devrait avoir avec ses pairs en marge des travaux de ce sommet, le chef de l'État arrive ici avec une volonté affirmée pour apporter sa pierre à l'édifice de cette zone commune de libre-échange de plus d'1,3 milliard personnes qui représente 15% des échanges commerciaux en Afrique et potentiellement le plus grand marché mondial avec des retombées bénéfiques à l'économie gabonaise. Dans la sous-région, le Gabon va prendre la présidence tournante de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La passation de pouvoir entre le président congolais Félix Antoine Tshisekedi et celui gabonais Ali Bongo Ondimba sera l'un des temps forts de la 22e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC prévue le 25 février 2023 à Kinshasa, capitale de la RDC. Sidila Neman nous en dit plus. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba prendra pour la seconde fois la présidence tournante de la CEAC. Son dernier mandat en tant que président de l'organisation de 2015 à 2020 a été marqué par l'aboutissement d'une réforme institutionnelle qui devait révolutionner le fonctionnement de l'organisation sous-régionale. La CEAC, dans la perspective d'une meilleure fluidité des échanges entre les États, s'est investie dans la modification de son traité. Cette réforme résulte du constat de l'instabilité politique et sécuritaire de certains États membres et de l'intégration régionale en Afrique centrale au sein de la CEAC qui reste mitigée par rapport à d'autres communautés économiques régionales telles que celle de l'Afrique de l'Ouest. Les échanges commerciaux déclarés au sein de la zone CEAC ne dépassent pas les 2%, soit le niveau le plus faible de toutes les communautés économiques régionales reconnues par l'Union africaine. La libre circulation des biens et des personnes s'applique seulement partiellement entre certains États, une réalité qui ne reflète pas le potentiel de la CEAC qui compte 11 États membres et une population d'environ 187 millions d'habitants. Cependant, la réforme institutionnelle mise en place par la CEAC traîne à prendre à cause des différends qui existent entre les États membres. Aujourd'hui, un conflit entre la RDC et le Rwanda perdure, ce dernier accusé par Kinshasa, l'ONU et d'autres instances internationales d'armer et de financer le groupe rebelle M23, qui est à l'origine de dizaines de milliers de morts dans l'est de la RDC. David Malpass claque la porte de la Banque mondiale. Le président de l'institution de Bretton Woods avait déjà annoncé son intention de tout abandonner il y a une semaine. Les raisons de cette décision de démission dans ce récit de Ralph Lenyongo. Hello everyone.
Américain âgé de 66 ans, David Malpass, le 13e président de la Banque mondiale, a annoncé au conseil des directeurs son intention de quitter ce poste qu'il a tenu pendant 4 ans. La Banque mondiale est fondamentalement solide, financièrement viable et bien placée pour accroître son impact sur le développement face aux crises mondiales urgentes, a-t-il déclaré. Il a ajouté qu'il y voit une opportunité pour une transition de directeur en douceur et qu'il compte poursuivre de nouveaux défis tout en remerciant tout le personnel et le conseil d'administration. David Malpass s'est, au cours des 4 années de son mandat, concentré sur la recherche de politiques plus fortes pour augmenter la croissance économique, réduire la pauvreté, améliorer le niveau de vie et réduire le fardeau de la dette publique. En poste depuis avril 2019, suite au choix de l'administration Trump, dont il était le sous-secrétaire au Trésor chargé des affaires internationales, l'économiste qui avait été nommé pour 5 ans écourte donc son mandat. Sans avoir donné de véritables raisons de sa rénonciation au poste de président de l'institution de Bretton Woods, il faut préciser qu'il était critiqué pour son manque de volontarisme dans la lutte contre le changement climatique, refusant de faire le lien entre la production d'énergie fossile et la hausse des températures. Il était aussi sous pression des pays actionnaires pour réformer la plus grande banque multilatérale de développement au monde. Rappelons qu'en février 2019, l'ancien président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, nommé par Barack Obama, avait déposé sa démission suite à de nombreuses critiques des États membres, disant qu'il n'était qu'au service des États-Unis, favorisant l'influence de ce pays et celui de ses alliés dans l'institution. Les pays membres dénonçaient aussi la très faible représentation de position des pays dits du Sud dans les prises de décision. Si le conseil d'administration de la Banque mondiale est censé élire son président pour un mandat de 5 ans, une règle tacite impose en réalité que ce poste soit réservé à un représentant des États-Unis directement désigné par le président états-unien au mépris de tout principe démocratique. Depuis 1946, 12 hommes ont été nommés au poste, tous de nationalité états-unienne. Au Nigeria, des manifestants ont attaqué mercredi dernier des distributeurs de billets de banque et bloqué des routes dans 3 villages du pays où de nouvelles violences se sont déroulées face justement à la pénurie de coupures et de carburant. Sidela Niman. Des éclats de verre sur le sol provenant d'écrans de distributeurs de billets saccagés. À coups de pierre, les populations ont déchaîné leur colère sur les différentes banques à Benin City, Ibadan et dans l'état du Delta. Le Nigeria est en proie à une pénurie de billets libellés dans la monnaie locale, le Naira, depuis que la Banque centrale a commencé à changer les anciens billets pour de nouveaux redessinés. Les banques ont limité les retraits bancaires en raison de la rareté des nouveaux billets et certains commerces refusent les anciens, entraînant de longues files d'attente et une perturbation des activités commerciales. Ces violences se sont produites à 10 jours de l'élection présidentielle dans un pays où les habitants sont déjà en proie à des pénuries fréquentes de carburant. Après les heurts, le président Muhammadu Buhari a annoncé qu'il avait donné son approbation à la Banque centrale du Nigeria pour que les anciens billets de banque soient remis en circulation et qu'ils soient également autorisés à circuler comme monnaie légale avec les nouveaux billets jusqu'au 10 avril 2023. En octobre, la Banque centrale avait subitement annoncé changer les billets de banque et décidé que les anciens billets ne seraient plus valables fin janvier. Elle a ensuite repoussé la date au 10 février, face aux pénuries et sous la pression populaire. Près de 100 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire un successeur au président Muhammadu Buhari, qui finit son 2e mandat avec un bilan marqué par une insécurité rampante et une grave crise économique. Nous parlons de sport à présent. Le Gabon renoue avec le tournoi de Montaigu. 10 ans plus tard, l'équipe gabonaise des Panthères U16 doit prendre part à ce tournoi qui aura lieu en avril prochain. Herman Malaga pour des détails. Fin de la 2e phase de détection des joueurs des Panthères du Gabon U16 qui prendront part à la 50e édition du tournoi de Montaigu prévu en avril prochain. Lancé en janvier dernier par la direction technique de la Fédération gabonaise de football, ces 40 jeunes venus de Libreville, Ovendo et Akanda qui ont été présélectionnés sur 500 présentés au départ. Seuls 23 au finish seront retenus pour constituer l'équipe des Panthères, qui défendra les couleurs du vert jaune et bleu durant ce tournoi, et ce 10 ans plus tard. Cette sélection sera en casernement à partir de ce 20 février 2023, au centre technique de Bikele, afin de peaufiner sa préparation
et s'envoler pour le tournoi entre le 31 et le 1er avril prochain, où elle lancera son tournoi le 2 avril face à la République tchèque, avant d'affronter respectivement le 4 et 6 avril le Portugal et le Japon. Guy Blaise Ngamanda et tout son staff auront la lourde mission de représenter valablement le Gabon durant ce tournoi qui aura permis par le passé de révéler des talents gabonais tels que Chivastar Nzeu, Don Marcolino et Stéphane Guéma, qui ont valablement représenté la nation gabonaise et marqué positivement l'histoire du football gabonais. À l'heure où la formation et le suivi des sélections au Gabon restent un problème majeur, nous espérons que ces jeunes seront bien accompagnés, même après ce tournoi, afin de constituer un vivier important pour la sélection nationale des Panthères A. Et pour être plus complet sur cette actualité, nous avons sur ce plateau Herman Malaga du service sport de notre rédaction. Herman Malaga, bonjour et bienvenue. Bonjour Roland, merci. C'est un plaisir de vous avoir pour être plus complet, comme je l'ai dit, sur cette actualité. Peut-être comprendre en profondeur c'est quoi le tournoi de Montaigu. Alors le tournoi de Montaigu est une compétition de football dont la périodicité annuelle, c'est une compétition qui a été lancée depuis 1973 par un Néerlandais décédé en 2018, André van den Brick, j'espère que je prononce bien le nom, qui était lui-même à la tête du FC Montaigu. Alors cette compétition réunit depuis 1973 non seulement des sélections nationales, mais également des clubs qui prennent part à cette compétition qui est également appelée Mondial des Minimes. Donc pour cette 50e édition, le Gabon a été invité à prendre part à ce tournoi qui va se dérouler du 2 au 10 avril prochain du côté de la France. Et il faut dire qu'au niveau de l'organisation du tournoi, ce sont des matchs qui se jouent en phase de poule, c'est 3 matchs en phase de poule. Après, si vous sortez des poules, vous avez droit à des matchs à qualification directe. Alors, qu'est-ce qui avait empêché le Gabon de participer 10 ans plus tôt? Nous croyons que cela est dû certainement à cette léthargie qui a été un peu constatée au niveau de la pratique du sport en général et du football en particulier au Gabon, un visage peu réduisant de notre football sur le plan local. C'est certainement fondamentalement cette raison-là qui a empêché le Gabon à prendre part à ce tournoi depuis 10 ans. Et le Gabon renoue avec cette compétition. Et qu'est-ce qu'on peut dire de l'équipe qui va représenter le vert jaune-bleu, comme vous l'aviez dit dans le reportage? Alors il faut dire qu'il y a une règle d'or, je l'appelle comme ça en matière de sport, c'est la compétition qui prépare la compétition. Nous voulons saluer la Fédération gabonaise de football qui a mis en place une détection des jeunes, notamment dans les communes de Libreville, Akanda et Ovendo. Au départ, ils étaient 500, maintenant ils sont 40 après la deuxième phase de détection. À la fin, il va en rester 23. On se dit que ce cycle est peut-être court pour préparer une équipe à prendre part à une telle compétition qui a d'ailleurs révélé de grands noms du football mondial, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kylian Mbappé, Pavel Nedved et bien d'autres. Donc, nous espérons que le staff de Gamanda aura le temps, la possibilité de vraiment préparer ces garçons qui soient capables de représenter valablement le Gabon lors de ce tournoi. Alors, quels sont les enjeux pour la participation gabonaise à cette 50e édition? Déjà ramener le football gabonais au niveau de ces petites catégories sur la scène internationale. Et il faut dire que Montaigu est une plateforme qui permet de vendre l'image du football de votre pays, mais également les garçons qui prennent part. Donc c'est une opportunité pour ces garçons de se faire vendre, parce que pour revenir à la sélection nationale, on l'a dit dans le reportage, Montaigu a permis de révéler beaucoup de talents gabonais à l'instar de Chivastar, de Marcolino, je pense Eric Moulungi et bien d'autres. Alors vous aviez dit dans votre reportage que nous avions suivi que les Panthères qui vont participer à ce tournoi vont rentrer en mise au vert dans quelques jours. Est-ce que le timing qui est prévu permettra une bonne préparation pour cette équipe? C'est justement là nos inquiétudes. On pense quand même que le timing est assez juste, parce que les garçons vont rentrer en casernement le 20 du côté du centre technique de Mikele pour un départ du côté de la France pour prendre part au tournoi de Montaigu entre le 31 et le 1er mars, et pour démarrer ce tournoi face, je crois, à l'équipe de la République tchèque, parce qu'en phase de poule, le Gabon sera opposé à la République tchèque, ensuite au Portugal, et pour finir cette phase de poule au Japon. Donc nous pensons quand même que ce cycle de préparation est assez juste. C'était mieux si ces garçons avaient la possibilité d'avoir ne serait-ce qu'une petite compétition
pour bien préparer ces garçons, parce que le sélectionneur ne va pas tester des joueurs sur des matchs officiels. Il est toujours important de pouvoir régler les automatismes avant. Mais nous voulons accorder du crédit à Gamanda et à tout son staff. Ils sont capables de nous ramener quelque chose de bon du côté de Montaigu. Et l'après-tournoi? C'est là tout le problème, parce que nous avons constaté qu'au Gabon, il y a souvent ce problème de suivi. Vous voyez, au niveau des petites catégories en sélection, ce qui fait la force aujourd'hui et le fait que le Sénégal, des pays comme le Sénégal et les pays d'Afrique du Nord soient sur le toit de l'Afrique et même le Maroc, c'est parce que depuis les petites catégories, il y a un suivi. Et vous allez constater, même au-delà des frontières de l'Afrique, que ces garçons qui jouent en U16, lorsqu'ils sont bien suivis, se retrouvent souvent en sélection nationale, ce qui facilite le travail et même au niveau du staff, parce que c'est des joueurs que vous connaissez. Les garçons arrivent à se trouver sur le terrain les yeux fermés parce qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble. On souhaite que pour cette sélection qui va être mise en place, U7, que la Fédération gabonaise de football, que le staff technique, que les autorités de tutelle au niveau du sport mettent les moyens afin que ces garçons soient suivis pour que, comme on le disait dans le reportage, ils puissent servir à pouvoir approvisionner la sélection nationale A dans les toutes prochaines années. Merci Herman Malagavo. Restez avec nous et c'est avec vous d'ailleurs que nous allons clore cette édition d'information. Comme on l'a annoncé en titre, la Fédération gabonaise de basketball organisait ce jeudi 16 février 2023 la deuxième journée des présélections des joueurs de basketball pour les équipes nationales masculines et féminines du côté du lycée national Léomba. La redynamisation du basketball gabonais par la mise en place des équipes nationales masculines et féminines. Défi majeur de la Fédération gabonaise de basketball. Volonté clairement exprimée par cette deuxième journée de présélection des joueurs, devant constituer ses effectifs, du côté du parquet du lycée national Léomba. Le directeur technique décline les objectifs fixés. Bien, la présélection des équipes nationales, c'est pour préparer les deux compétitions de Yaoundé, l'afro-basket au niveau féminin et l'afro-can au niveau masculin. Le coach de l'équipe nationale des Panthères du Gabon basketball version masculine revient sur l'essentiel des critères de sélection. Les critères, c'est qu'il faut d'abord avoir fait une bonne saison l'année passée pour être sélectionné et ensuite avoir des bons stats, c'est-à-dire les points, les rebonds, tout ce qu'on veut, quand vous connaissez le basket. Et après, le reste, c'est la direction technique qui décide. Le coach de l'équipe féminine, quant à lui, apprécie la qualité de son groupe, ainsi que son état d'esprit. Un sentiment de satisfaction. J'ai un jeune groupe, donc c'est un groupe qu'il faut garder. Il faut continuer à travailler avec ce groupe. Espérer dans 2-3 ans, voire 4 ans, avoir un groupe assez compétitif au niveau de la sous-région. Sinon, c'est très plaisant de travailler avec ce groupe. Au-delà des basketteurs de l'estuaire, ceux de l'intérieur du pays sont également concernés par ces présélections, ainsi que ceux évoluant à l'extérieur du Gabon. Un processus qui semble bien huilé pour à terme arriver à mettre en place des équipes nationales compétitives, capables de représenter valablement le Gabon au Cameroun, du 19 au 25 mars prochain lors des compétitions afro-basket au niveau féminin et afro-can au niveau masculin. Et c'est tout pour cette édition d'information. Toute l'équipe rédactionnelle se joint à moi pour vous dire merci de nous avoir suivis. Très bon début de week-end à toutes et à tous. À 20h, vous retrouverez Jack Dougassa pour la principale édition du soir sur TV+.